Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Brantômobile pour la 3e édition à Brantôme-Périgord avec notre équipe Cap TV qui s'est délocalisée pour nous montrer l'ensemble de cette manifestation. Et cette ville de Brantôme est exclusivement dédiée à nos véhicules de collection. Nous avons l'honneur d'avoir Corinne Saboureux qui est déjà à la tête d'affiche à Brantôme. Et ce n'est pas un vain mot, puisque Corinne, bonjour, est l'autrice, l'artiste qui a réalisé cette magnifique affiche. Corinne, comment ça se passe aujourd'hui ? Eh bien, je me sens parfaitement dans mon élément, forcément, puisque je peins moi-même, pas que l'affiche, mais d'autres véhicules, qu'ils soient automobiles ou autres moyens de transport. Ça passe par les Vespa, ça passe par les motos également. Et voilà, donc tout ce qui va être plutôt une invitation à rouler, au voyage, c'est moi qui trouve cette source d'inspiration dans ces rondeurs et dans l'invitation à l'imaginaire, puisque je mets en scène souvent des personnages et des véhicules plutôt de collection. Corinne, s'il fallait décrire en essence artistique cette voiture qui est une Morgane, comment pourriez-vous nous donner l'œil de l'artiste? Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire que cette voiture, c'est une invitation à s'asseoir dedans, déjà, et que les courbes, eh bien, elles rappellent encore les courbes du corps de la femme. Je n'ai rien inventé, puisque les designers de voitures, dès le départ, se sont penchés sur le corps, le rappel des courbes du corps de la femme. Donc là, on est exactement dans cette configuration avec ces rondeurs et ces courbes longilignes qui pour moi sont hyper féminines. Et du coup, ces voitures qui sont quand même, qui ont toujours été un peu la panache des hommes, eh bien moi c'est pour ça que j'y fais un lien avec les femmes. Alors en complémentarité ou en dualité, je laisserai à chacun le soin d'y répondre. Mais en tout cas, c'est une magnifique voiture qui invite à l'imaginaire d'une route de rêve. Voilà. Et pourquoi la mécanique? Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais un jour j'ai gagné un prix avec une Juve A4 sur un salon. Et quelqu'un me dit « Mais Corinne, pourquoi tu peins toutes ces bagnoles ?» Et je me gratte la tête en me disant, je ne sais pas, justement, comme j'expliquais, j'aime leurs courbes, etc. Je trouve que certaines ont des belles hanches. Et puis, en me grattant la tête, je me suis dit, ah non, mais c'est vrai, j'avais pas pensé, j'ai un père qui était mécanicien, garagiste. Et puis mince, mon grand-père aussi. Donc je pense que inconsciemment, tout ça je l'avais pensé, d'autant que mon père à l'origine était mécanicien dans l'armée de l'air, d'où le thème aéronautique dont tu parlais. Voilà. La palette et le coup de palette de Corinne est absolument prodigieux. Encore une fois, cette affiche, c'est la plus belle affiche qu'on ait jamais vue sur Brantômobile. Ce n'est que la 3e année, mais celle-là, gardez-la, elle va être collector. Et encore une fois, Corinne, merci de nous avoir un peu consacré du temps. À bientôt Corinne, merci pour Cap TV. Merci à tout le monde. Could you tell me which car do you have? I have the pale green one over there, Nissan Figaro, Oh, the first one. Okay. Yeah, with the luxury. Since when have you got it? 21 years ago, Okay. And why did you choose this model? because it was pretty. Une Dina Par, marque française, Dina X 85 de 1950. Depuis combien de temps vous l'avez cette voiture? Alors je l'ai acheté, je me suis fait plaisir pour Noël l'année dernière en gros. Est-ce que votre voiture a un petit nom? Oui, devinez. Bleuette. Ah, Bleuette, très jolie. C'est une Renault 4 1120 de 67. De 1967. Oui, et elle a encore 3 vitesses. Parce qu'après, après celle-là, toujours en 67, ils ont fait celle à 4 vitesses. Donc c'est une Simca 5 d'avant-guerre 1937 et c'est la première voiture que Simca a fabriquée. C'est une couleur d'origine.
D'accord. Ouais, et, très rare en France. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. D'accord. Est-ce quelle partie de la voiture vous avez restaurée? Tout. 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 Elle était à restaurer complètement. Vous l'avez achetée, elle était roulante ou il fallait vraiment... Elle Non. n'était pas roulante. D'accord. Alors, cette MG de quelle année est-elle? 1934. D'accord. Une PA. D'accord. Et alors, comment vous faites? Vous conduisez les deux en même temps? Non, je la mets sur remorque et je D'accord. la tire derrière les Jaguars. Voyons, c'est un véritable convoi de voitures de collection. Très bien. C'est une Citroën, 2 chevaux. D'accord. C'est le modèle le premier sorti. Le premier? Le premier. Ah. Le premier. Très rare. Alors, le moteur, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est un petit moteur. Ça monte quand même à 60 km/h. Dans les descentes? Hein? Dans les descentes? Quand c'est plat. Dans les plats, oui. Alors, ces véhicules font rêver. Quelles sont les sensations quand on les conduit? Une Jeep, c'est mythique. Vous passez dans un village, les enfants vous courent après. Il y a ce véhicule-là, il n'y en a qu'un qui a ce bruit-là, agréable. La Jeep, c'est mythique. C'est un rêve de gosse. Quand on a 15 ans, on va sortir une Mustang, on dit ça c'est bien. Et puis quelques années plus tard, on finit par se l'acheter. Vous êtes déjà venu à Brantôme pour, dans ce cadre-là ou pas? Négatif. Première fois que je viens à Brantôme, c'est très joli en plus. Ah oui, bah, bienvenue. Et je suis impressionné par l'organisation. C'est vraiment un très beau travail. Pour l'instant, ça va. Et qu'est-ce que vous préférez, le rouge ou le vert? C'est difficile. C'est difficile. Bien, ben, toujours sur Brantôme, dans le cadre de la manifestation Brantomobile, j'ai le plaisir d'être avec deux passionnés, Geneviève et Denis, voilà, qui ont la chance, c'est vraiment une chance, d'avoir un bijou. Et ce bijou, il est à côté de nous, vous le voyez. C'est d'abord deux choses. Cette année, nous célébrons les 80 ans de la 4 chevaux Renault. Donc, la première voiture de Renault d'après-guerre, moderne. Mais celle-ci a une particularité. Et là, Denis va nous en parler parce que c'est pas n'importe quel 4 chevaux. Denis, pourquoi avoir trouvé cette voiture et pourquoi tu es tombé amoureux de cette voiture? Ah ben c'est surtout Geneviève qui est tombée amoureuse. Alors, Geneviève, de cette voiture. voilà, Geneviève, c'est lui qui conduit. Voilà, Geneviève, même question, qu'est-ce qui t'a passionné dans l'achat de cette voiture? Mais parce que j'en avais vu quelques-unes autour de chez moi et puis j'ai dit pourquoi pas une petite 4 chevaux. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé sur la commune de Libourne cette magnifique voiture qui a une particularité parce que c'est une découvrable, donc une rareté. Alors Denis me disait tout à l'heure en off, il y a une particularité. Toutes ces voitures sont de 1952. Ça a commencé par l'attraction qui était par hasard de 1952. Ensuite, celle-ci, pareil, 1952. Et quand on a cherché une MG, TC, TD, enfin ce style, eh ben on est tombé sur une TD de 1952 aussi. On s'est dit, peut-être qu'on va faire un stand, un salon 1952 bientôt. Alors, vous voyez qu'ils ont une flotte de voitures, de véhicules assez éclectiques. Et cette 4 chevaux, moi je trouve, vous savez que dans le jargon, on l'appelle la meute de beurre. Parce que les premiers modèles étaient peints en jaune des voitures de l'armée africaine. Comme elle avait une forme un peu arrondie, là, comme ça, avec sa teinte jaune, c'était la meute de beurre. Alors, particularité, effectivement, cette voiture, petite précision, a été construite et développée pendant les années d'occupation, presque dans le secret, puisque les Allemands avaient investi l'usine Renault. Certaines ont été cachées et ils ont pris les peintures qu'ils avaient à l'époque. Donc, pour ça qu'il y avait des jaunes, il y avait des grises et il y avait plusieurs années d'attente pour avoir ces 4 chevaux. Ah ben, c'était toutes les voitures à l'époque où il fallait attendre 1 an, voire 2 ans. Pour avoir sa voiture. Parce que c'était pareil chez Citroën, la 2 chevaux, on l'attendait pareillement 2 ans. C'était incroyable. Donc en 49, Renault a sorti la découvrable. Alors je vous passe les détails. Au départ, elle avait un moteur 760 cm3 et puis 2 ans après, on y a mis un moteur 747 cm3, etc., etc. Là, vous avez le spécialiste technique. Geneviève, est-ce qu'elle a un petit nom, cette 4 chevaux? Pas du tout. On la prend régulièrement au rassemblement de voitures un peu partout dans le département.
Je vais vous remercier tous les deux encore, parce qu'en plus, ils doivent prendre la route pour partir vers d'autres horizons aussi intéressants d'anciennes. Et ils ont tenu vraiment à être parmi nous aujourd'hui. Et moi, je les félicite beaucoup. Merci Geneviève, merci Denis. Voilà. Et à bientôt. Et on va enchaîner sur un autre passionné, Serge, que l'on va découvrir dans un moment. Et d'une marque Renault, on va partir sur une autre marque prestigieuse allemande, qui est Porsche. Ferdinand Porsche a pas travaillé sur la 4 chevaux, mais il a été amené à donner un avis technique en fin de développement de la 4 chevaux. Et donc il y a un lien historique, et quand il a vu la 4 chevaux, il s'est dit, ma coccinelle, elle n'est pas si bien que ça. Je m'appelle Serge Mongis. La passion des voitures m'est venue de bonne heure dans ma vie. On habitait la région bordelaise, Gazinay en l'occurrence, en région de Bordeaux. Et chaque fois qu'on allait de la maison à Bordeaux, on passait dans une rue où il y avait une Porsche. Et je devais avoir 7 ans que j'ai dit à mon père, un jour j'aurai une voiture comme ça. C'est un rêve de 47 ans. Je suis toujours resté dans la mécanique et depuis que je suis à la retraite, j'ai fait des restaurations de beaucoup de chevaux, de Méhari, 2 ou 3 4L, une Jaguar, enfin bon. Est-ce que c'est cette passion, la mécanique, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te détend ou quelque chose qui des fois t'agace parce que ça va pas? La mécanique ne m'agace pas, même si ça ne va pas comme je veux, il faut... Je suis têtu pour y arriver. Il faut que j'arrive à solutionner le problème, à trouver le problème, à réparer le problème. Et comment tu t'aides? Tu as des bouquins sur tel moteur ou tu vas plutôt sur des tutos sur Internet? Non, mais à l'époque, ça n'existait pas, Internet. À l'époque, c'était des revues, des bouquins. Et puis, c'était dans le garage, c'était de la présence au garage, avec un professeur comme mon patron. Ça valait tout Internet, ça, à l'époque. Adolphe Orgibé, de Villefranche-du-Périgord. C'est inoubliable, ce personnage. Ce que je fais encore, quand je fais de la mécanique, j'ai toujours une pensée pour ce personnage qui m'a appris la mécanique. On peut dire que tu es tombé plutôt amoureux de la mécanique avant de tomber amoureux de la conduite, puisque oui. Tu n'avais pas forcément le permis de conduire quand tu as commencé. Absolument, absolument. Je conduisais parce qu'au garage où je travaillais, le patron, le garage était à 200 mètres de la gendarmerie, les gendarmes nous connaissaient, ils savaient très bien que je n'avais pas le permis, mais je conduisais des voitures du garage quand même, je passais devant eux. Donc, à l'époque, c'était... Ma première voiture était une Panhard, Levasseur Junior, refroidissement par air. Comme quoi déjà il y avait une base. Les moteurs Panhard, c'était des refroidissements par air. Et après, j'ai toujours aimé les voitures qui roulaient. J'ai eu beaucoup de voitures, malheureusement elles n'ont pas toujours résisté à ma conduite peut-être, mais ça m'a beaucoup appris aussi à conduire, le fait de casser des voitures. Et j'ai commencé à avoir du goût pour la compétition. Un peu de karting, de l'autocross. Je suis passé par des courses de côte. Et puis du rallye, un petit peu de rallye. Puis après, j'ai vu que mon salaire ne suffisait pas pour suivre. À l'époque, si on n'avait pas les sponsors, aujourd'hui ils ont des sponsors, mais il n'y a que les gros qui ont des sponsors. Les petits n'ont pas de sponsors. Alors, j'ai pas pu continuer. Je voulais toujours avoir des voitures qui marchaient bien mécaniquement. J'ai eu une Rallye 2, j'ai eu 7 Alfa Romeo avec les chevaux de fou, comme on disait, le double abracam en tête. C'était une très très bonne mécanique à l'époque. Je me suis vraiment régalé avec cette époque-là, ces voitures-là. Je partais sur la route, c'était du plaisir. Je conduisais 8 heures de rang, je m'arrêtais pour faire le plein parce qu'à l'époque c'était voiture qui consommait.
Pour toi, un collectionneur, ça veut dire quoi être collectionneur de voitures anciennes? Ça veut dire être passionné, ça veut dire aimer les belles choses, ça veut dire... C'est nostalgique? Est-ce que c'est... Oui, 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 oui. Et puis, il faut avoir des passions. Et dans la voiture de collection, on voit vraiment si on est passionné ou pas. On n'a pas une voiture de collection par hasard. C'est parce que on l'a dans l'âme. Moi, personnellement, je préfère conduire une vieille voiture et puis me régaler, quoi. Voilà. Ferdinand Porsche, il a commencé à faire des Volkswagen pour le peuple. Et après, eh bien, petit à petit, il a commencé de bonne heure quand même à faire la 356. C'est une des premières voitures Porsche. Ouais, c'est vraiment la famille Porsche qui a voulu pérenniser le produit et le faire évoluer avec les années qu'on connaît aujourd'hui, des nouvelles Porsche. C'est toujours... quand on entend dire j'ai une Porsche, ça veut dire quelque chose quand même quand on dit ça. De toute manière, c'est une voiture qui est impressionnante au niveau du freinage. C'est une voiture, vous la casserez peut-être plus facilement au freinage qu'en roulant vite. Après, il faut quand même avoir le coup de volant parce que c'est un moteur en porte-à-faux arrière. C'est une conduite spécifique un peu. Quand vous la sentez partir, c'est pas du tout le même réflexe qu'une traction. Il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de poids dessus devant. Donc, et c'est une conduite un peu, quand on veut rouler vraiment vite, c'est une conduite un peu à part. Il faut la faire coller avant le virage, c'est-à-dire freiner un peu avant, qu'elle soit en appui avant le virage, et après reprendre de l'accélération, même en plein virage. Mais c'est spécifique. Il faut en avoir conduit pour savoir ce que c'est. Le son du moteur, est-ce que c'est quelque chose... C'est vraiment spécifique à une Porsche. Le refroidissement par air a une tonalité vraiment personnelle. Du reste, il peut en passer une devant, je saurais que c'est une Porsche. Alors j'ai eu quand même un problème avec cette voiture. Ce sont des voitures qui n'aiment pas ne pas rouler. C'est-à-dire quand il fait très chaud. J'ai eu une panne, hein. J'ai eu le boîtier électronique d'allumage qui a cramé par la chaleur. Parce qu'il se trouve dans le compartiment moteur qui est derrière. Ne roulant pas, il n'y avait aucune entrée d'air parce que le refroidissement par air, c'est une turbine qui refroidit que le moteur. Mais l'environnement est très chaud. Donc le boîtier d'allumage, et il a grillé. Je voyais bien que ma température remontait, j'étais pas très tranquille. Mais j'ai dit, bon, ça va bien me passer, quand je vais rouler, ça va aller mieux. Bon, ça va pas marcher, ça l'a pas fait. C'est le seul problème que j'ai eu et que je sais pourquoi. Et j'ai changé mon boîtier électronique et puis voilà. Et en plus, c'est une exploitation facile, une Porsche. Vous pouvez aller chercher votre pain avec. C'est pas gênant. Vous pouvez rouler vite. Vous pouvez aller sur circuit. Elle est polyvalente, je dirais. Quand j'ai acheté une Porsche, je savais tout sur une Porsche. J'avais tout lu. Et je savais qu'un embrayage, c'était 100 000 km. Moi, je l'ai acheté, elle avait 117 000 km. Je savais, il n'avait jamais changé l'embrayage, donc je savais qu'il fallait que j'y passe. Et j'ai eu de la chance de connaître quelqu'un qui était responsable Porsche à Toulouse, qui avait la concession Porsche à Toulouse, et qui m'a dit, je vais t'envoyer le manuel d'atelier de ta Porsche, de 911 SC de 83. Je vais t'envoyer un CD avec tout ce qui existe sur une Porsche et comment on répare
les coupes de cirage, tu auras tout, tu ne peux pas te tromper. Et donc, j'ai dit, je me lance. J'en avais fait sur d'autres voitures, d'autres marques où c'était... Alors, plus simple, quand on n'a pas démonté de Porsche, c'est sûr qu'on va à l'aventure un peu. Mais quand on aime la mécanique et qu'on connaît la mécanique, c'est pas de la sorcellerie. Hein. Ça doit faire quand même quelque chose de ta Porsche. Oui. T'enlèves le moteur. Oui. Le moteur, oui. Tu te dis, c'est comme si t'enlèves un bras et puis, ou la tête à quelqu'un. Bon, et puis, quand on fait ça, c'est qu'on est un peu perfectionniste. Je me suis dit, comme j'en ai pas besoin, j'attends pas pour rouler avec la voiture, donc je me suis dit, je vais la démonter. Et quand je la remonterai, on pourra manger sur le moteur. J'ai tout mis, mais alors, tous les boulons, ça brillait. Elle brille même encore quand je vois que tu as filmé tout à l'heure. On voit bien que, bon, ben, elle a 130 000 km, mais bon, on ne mange pas dessus, mais on pouvait. J'étais fier d'avoir mis mon moteur sur une table dans le garage, et puis de dire, maintenant, je te tiens, et je vais faire ce que je vais vouloir. Et j'avais commandé toutes les pièces neuves de tout ce que je voulais changer. Et puis j'ai remonté. J'ai un pote qui a un garage à côté de Brantôme, là, et qui m'a dit, mais des outils Porsche, il va t'en falloir des spécifiques pour l'échappement, donc je les ai, je te les prête, il n'y a aucun problème. Je pense que la nuit, tu devais cogiter, oui. T'as dû passer des sacrées nuits. Et le jour où je l'ai démarré, j'ai 2 copains qui étaient là, qui sont venus voir parce que quand même, ils disaient, pour eux c'était un gros truc impressionnant. Et ils sont passés pour boire le café, puis j'aurais dit, je mets la batterie et je démarre la voiture. Oh. Alors là, on reste là, ils m'ont dit, parce qu'ils voulaient voir. Et alors? Eh bien, le temps que l'essence arrive à l'injection, elle a démarré. Moi, là, j'ai eu la banane, effectivement. Et quand même, ça les a surpris quand même, parce qu'ils ont vu le déroulement du démontage, du remontage, les pièces que j'ai changées et tout, puis après le moteur à sa place, et au premier coup de démarreur, ça démarre, quand même, ils ont eu la confirmation de ce que je valais en mécanique. Non, j'étais con, mais, non, mais j'étais fier, voilà. Est-ce qu'elle a un nom? Est-ce que tu l'as baptisée? Est-ce Non, que tu lui pas du parles? tout. Est-ce que... Moi j'ai une Porsche 911 SEC. Voilà. Quelquefois je dis, bon, je viendrai avec la rouge quand je me déplace, ou comme ça, que je vais dans la famille, comme ça. Bon, je viendrai avec la rouge parce que j'aime bien, quand je vais en quelque part, qu'elle ne soit pas dans la rue. J'aimerais pas retrouver une rayure, j'aimerais pas, vous savez, hein, on en voit, hein, donc j'aime bien que ce soit sécurisé quand je vais en quelque part. L'aspirateur, je descends de la voiture, dans les 2 jours qui suivent, l'aspirateur est passé dans la voiture, même si elle n'a pas besoin, c'est la poussière. Ça c'est... Mais toutes mes voitures, hein, toutes les voitures que j'ai à la maison, c'est comme ça. On ne monte pas dans une voiture m'appartenant en disant « elle est dégueulasse ta voiture ». Non. Et dans la maison, c'est toi qui passes l'aspirateur aussi? Oh, ça m'arrivait. Non, mais je blague pas. Hein. Mais bon... T'es moins tatillon dans la maison que dans la voiture. Maintenant, ma femme est à la retraite, chacun son truc. Hein. On partage. Celle-là, je l'ai achetée pour la garder, d'abord. Et puis, pour l'économiser. C'est une voiture de plaisir. C'est pas une voiture que j'irai mettre sur circuit. Parce que pour savoir ce que c'est d'avoir fait du circuit, c'est pas une voiture que j'ai envie d'aller fondre là-dessus. Je l'ai achetée en 2003. Mon père était encore vivant à l'époque. Et je suis arrivé en Porsche chez lui. Il m'a dit quand même, je savais que tu étais têtu, mais maintenant ça confirme. Merci
Merci bien. Mais de rien, ça me fait plaisir d'essayer de faire connaître le produit et puis de mettre en valeur, ça me fait surtout plaisir de mettre en valeur une voiture de collection comme une Porsche. Voilà. Cap TV s'est délocalisé aujourd'hui, 13 juin, à Brantomobile pour le nouvel épisode de la 3e année consécutive, à savoir le Festival de la voiture de collection. Et rien de plus que d'en parler, que des passionnés, mais pas que des passionnés de 4 roues, des passionnés à 2 roues également. Et nous allons échanger avec un collectionneur qui va nous expliquer d'où est venue sa passion. Je collectionne les vélos Solex depuis, ça fait plus de 35 ans. Et j'ai un peu quelques motos aussi, quelques voitures pour compléter, mais c'est surtout ma vraie passion, c'est le Solex. Et je roulais en plusieurs clubs en Solex parce que c'est bien beau d'être passionné, mais il faut rouler aussi. Alors Manu, pourquoi tu préfères les 2 roues Solex, qui est quand même un véhicule aussi mythique que certaines marques de 4 roues en France? Et qu'est-ce qui t'a enchanté de partir avec un Solex? Parce que je pense que tu as collectionné très tôt. Alors, pourquoi je roule en Solex? Alors c'est simple, déjà c'est un véhicule qui roule très vite, je dirais que c'est le véhicule qui pollue le moins. Et la mécanique, c'est très facile. Et on arrive à trouver des pièces facilement maintenant. Et là, je trouve que c'est rigolo parce que le fait qu'il y ait un galet, c'est beau, c'est facile à démonter. Donc tu collectionnes, tu utilises ton Solex au quotidien. Est-ce que tu fais des compétitions ou est-ce que tu te contentes à les bichonner pour les autres? Alors moi, comme vous voyez, j'ai un short sur moi. J'étais au 80 du Solex. J'étais dans l'endroit où ils étaient fabriqués les Solex. Et aujourd'hui, l'usine n'existe plus. Alors j'ai des connaissances. Les enfants de M. Melson, c'est le monsieur qui a inventé le Solex. Je suis en contact, j'ai eu le privilège d'être en contact, il discutait avec lui récemment. Et je suis allé plus loin que ma passion. Parce que quand on a un objet, il faut savoir d'où c'est que ça vient, et pourquoi il a été fabriqué, et comment. Moi, tout ça, il y a une histoire. Et moi, je l'aime, cette histoire. Et donc, je ne sais pas, je ne suis pas assez cultivé pour parler, mais je vais plus loin. Non, mais ce qui est important, c'est que tu parles de passion et tu parles avec le cœur. Est-ce que tu penses que les Solex intéressent les jeunes aujourd'hui? Oh, je pense, oui, je pense. Parce que moi, je fais des sorties de Solex, on en voit quand même 30-40% de jeunes qui roulent en Solex. Et après, je ne sais pas si ça va continuer. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux visiteurs d'avoir également des 2 roues, en plus des voitures de collection? Je pense que ça va être, ouais, c'est la curiosité. Ils vont voir des modèles qu'ils n'ont jamais vus, aussi bien Solex que voiture. C'est là où on peut trouver des raretés. Alors j'ai aperçu, je pense qu'on les verra peut-être à la caméra, un mini Solex. C'est-à-dire que c'est un Solex qui n'a pas voulu grandir. Et ça, je trouvais ça très drôle. Est-ce que c'est toi qui l'as construit? Ah non, c'est un Solex qui est d'origine, il est de 1968. Ça s'appelle le Solex F4. C'était un jouet à l'époque pour les enfants. C'est une réplique du Solex 3008. Mais il y a eu très peu d'exemplaires, ça je ne peux pas vous dire combien. Mais ça a été construit en 1968 par Solex. Est-ce que tu sais combien tu as de Solex aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. J'ai un certain nombre. Il est modeste, il ne veut pas le dire, donc il en a beaucoup. J'ai vu arriver le camion ce matin, il y en avait beaucoup. Alors, il y a eu des Solex, marque Solex, avec moteur comme la mobilette. Il y a eu certains Solex, Franco Morini, c'est un moteur italien, mais le cadre, il était marqué Solex, vélo Solex, mais c'était après les années 70. Et il y a eu aussi Solex Flash. Il y a plein de modèles de Solex qui ne sont pas à galet. Alors, petite question qui fâche, est-ce que tu as déjà vu des Solex électriques? Bien sûr, j'en ai un parce que ça fait partie de la collection. Bien sûr, mais je pense que c'est l'avenir. Est-ce qu'il y a le même plaisir à conduire un Solex électrique qu'un Solex ancien? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas la même chose. Moi j'aime bien le bruit. Un Solex électrique, on n'entend pas. Il n'y a pas que le bruit, il y a l'odeur aussi. Un Solex, ça s'entend, mais ça se renifle aussi. Oui, il y a l'odeur, tout à fait. Mais sur le Solex électrique, un jour,
il va falloir y passer. On n'a pas le choix. Très bien Manu, écoute, moi je suis assez ravi et je pense que cet avis sera partagé par toutes les personnes qui verront ce petit reportage, de nous avoir consacré du temps. Moi je te souhaite de vivre longtemps ta passion encore, de nous faire rêver sur la prochaine édition de Brontomobile et de continuer à amener ces belles choses qui font aussi là un peu de nostalgie, mais qui sont aussi indispensables parce qu'elles font partie du patrimoine roulant français. Tout à fait. Merci Manu, bonne journée et à bientôt. Merci à toute l'équipe. Et ce rassemblement, ça vous rappelle votre jeunesse, la nostalgie? Oh bah bien sûr, les vieilles voitures, c'est ma vie. L'attraction que vous avez vue, c'est ma première voiture. Mais c'est celle-là. Ah bah moi ça me fait du bien parce que ça me rappelle ma jeunesse, puisqu'à l'époque il y avait ça dans toutes les rues. Donc, On est venu en mobilette avec des motobécanes. On a une AV68, une AV79 et un 51. Vous avez connu dans votre jeunesse? Bien sûr, la CM4000 et la Dauphine. D'accord. J'ai vu personnellement une Rallye 1, alors d'accord. J'en ai vu passer une là. Je les ai regardés arriver là-bas, rue Gambetta. Alors ils étaient tous en file là et ils attendaient leur tour pour rentrer sur le parking. Ça sentait l'huile, hein. Ça sentait l'huile, la vieille essence. Et bah, c'est l'époque. Hein. Mais bien sûr. On a fait 150 km, donc on a déjà mis 2h30 de route par les petites routes, hein. Donc on est content d'arriver quand même. Hein. Ouais, mais vous avez fait les petites routes les cheveux au vent là. Oui, enfin hier soir on n'a pas décapoté hier soir. Hein. D'accord. Non, parce que quand on roule vite, bon, ça, c'est bien à 70, après c'est moins agréable. Hein. Vous avez des modèles qui vont de quelle année à quelle année? Alors la plus vieille, c'est de 1957, ça doit être la TR3 qui est là-bas, parce qu'on n'a pas de TR2 dans le Périgord, jusqu'en 1977, qui doit être celle-là, la Dolomite. Beaucoup de voitures anciennes, des voitures des années 70, des voitures anglaises, des voitures sportives, oui, vraiment pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un modèle qui vous a touché plus qu'un autre? Non, j'attends de voir les 2 chevaux, c'est celle que je veux regarder en fait, voilà. On vient juste de croiser un propriétaire de la première 2 chevaux, 1949. Ah là là, ça ouais, c'est un rêve, si seulement. Brontomobile est une des plus belles manifestations en France qui allie les belles voitures, l'architecture et la gastronomie. Donc on est venu regarder tout ça, voilà. Ben, ça fait chaud au cœur alors. Brontomobile, comme nous l'avons déjà dit, ce ne sont pas que des voitures, ce ne sont pas que des visiteurs, mais tout un travail préalable avec des femmes et des hommes qu'on appelle de l'ombre, qui sont les bénévoles. Et là, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir à côté de moi Virginie, qui connaît bien le sujet, puisqu'elle est aux commandes de l'équipe de bénévoles depuis l'avènement de cette manifestation, donc il y a 3 ans maintenant. Et elle va nous expliquer quel est le travail de bénévole. Merci Virginie de consacrer un peu de temps à Cap TV. Alors, combien sommes-nous de bénévoles aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur le terrain, on est 111 personnes. 111 personnes en comptant les motards qui accompagnent les circuits le matin. Et puis le travail des bénévoles, ça commence par l'installation des voitures sur les parkings le matin à l'arrivée. Et puis distribution du café, du pot de bienvenue, les viennoiseries, distribution des repas, et puis organisation de la parade. Voilà, donc tout le monde est bien occupé. Alors, Brontomobile, ça démarre même la veille au soir. Hier soir, c'était une petite excitation dans la ville, puisque telles des petites fourmis, ça se mettait en place, les barrières commençaient à arriver, les banderoles, et certaines ont bien travaillé même une partie de la nuit. Je ne sais pas si la nuit a été bonne ou courte, Virginie. Elle a été plutôt courte, ouais. D'accord. Alors, il y a aussi une activité qui est bien antérieure à Brontomobile, c'est la communication. Et un événement comme Brontomobile, ça se prépare à peu près 6 à 8 mois. On peut faire de la com pas trop tôt, mais surtout les dernières semaines, on supporte l'information sur tous les médias locaux qui nous aident beaucoup et qu'il faut remercier aussi. On ne va pas tous les citer, mais ils se connaissent bien, et ça dès le premier jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les bénévoles sont enthousiasmés et encouragés. Donc c'est une véritable émulation collective, et c'est ce qui fait et ce qui ressort de la plupart des remarques et critiques positives des visiteurs qui nous disent « vous avez une organisation du tonnerre ». Donc ça fait chaud au cœur, mais ça rassure, et il faut dire qu'on fait encore mieux. Virginie, qu'est-ce qu'on peut dire pour 2027 ?
Et ben, du coup, c'est vrai que tous ces retours positifs, ça ne peut que nous encourager à continuer dans cette voie. Et là, on passe le flambeau à une équipe de jeunes et qui, je n'en doute pas, vont relever le défi de main de maître. Ah, bonjour, bonjour. Excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour. On cherche un véhicule pour vous accompagner, pour filmer la parade. Est-ce que c'est possible de venir avec vous Eh ben, vous l'avez trouvé, le véhicule, avec plaisir. Ah, merci beaucoup. C'est quoi comme véhicule? On va monter dans quoi? Vous allez monter dans une américaine de 1967. Très belle couleur. La fameuse Ford Mustang. Très bien. C'est un coupé. Ben allons-y, on n'aurait pas pu trouver mieux. Voilà, on y va, on embarque. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous venez à Brantôme dans le cadre de cet événement? Tout à fait, c'est la première fois et on reviendra parce que c'est vraiment un petit paradis. On a même un petit peu de musique. Bravo, bravo, bravo. C'est un rêve d'enfant, donc et ben, à 50 ans, on se fait ce petit plaisir. C'est un très beau plaisir, elle est magnifique, elle est de couleur verte, c'est la couleur d'origine? Oui, c'est la couleur d'origine, elle est assez rare, c'est ce qu'ils appellent le lime gold. Et c'est ce qui est sympa, et puis elle est triple couleur, c'est-à-dire aussi bien l'intérieur que l'extérieur, sur le même ton de vert. Et donc là, on fait partie d'un club, le Mustang Club de France. D'accord. Avec un peu plus de 1200 adhérents, donc potentiellement 1200 véhicules, donc de type Mustang. Et on se retrouve régulièrement. Et il y a très peu de temps, on a fêté les 60 ans de la Mustang, puisque la première Mustang est sortie en 1964. Au niveau du freinage, c'est sur ces freins à disque? Eh ben, aussi bizarre que ça puisse paraître, sur une 1967, il y a la climatisation, il y a les freins à disque et il y a la direction assistée. Et une boîte auto 3 vitesses, et quand on accélère, vous sentez même pas les passages. Juste pour vous montrer, un 3 vitesses, tout le monde dit ouais, c'est qu'une 3 vitesses, regardez. Il y a personne. Attention, bien. C'est quand même fabuleux. Tout à fait. Je confirme. On est en direction de Tourdeil et on va découvrir cette petite ville qui est à quelques kilomètres de Brantôme. Nous sommes à bord d'une Mustang. Voilà. Attention à l'accélération. À tout le monde. Hein. Ah ouais. C'est génial. Et chaque véhicule va retrouver son parking pour une pause déjeuner avant de faire la grande parade à 14h. Elle est très belle, hein. La couleur est sympa, non? Quelle année c'est 67. 67. La même année. J'étais pas né. Elle est grande, hein. Ouais. 1967. Elle est longue, hein. Ouais. Belle voiture. C'est surtout l'avant qui est long. Ouais. Là, elle est rabaissée par rapport à une ordinaire. Elle est plus basse de 5 cm que d'origine. Du 8e ou 9e siècle. Ah ben là voilà, on va les mettre ensemble. Ben voilà. Donc c'est tout ça Brantôme, c'est-à-dire qu'à tout moment, de ce matin jusqu'à ce soir 17h30, il y a quelque chose.
Bien, on va conclure cette magnifique journée de Brantôme 2026 car tout a une fin. On va se tourner un peu vers l'avenir. Et Frédéric, l'organisateur et le concepteur de Brantomobile il y a 3 ans, a décidé, du fait de ses nouvelles fonctions dans Brantôme, de passer le relais à une jeune équipe qui est à mes côtés, composée de Marion, de Lucas et de Pierre. Et de Karl qui aujourd'hui, pour des raisons personnelles, ne peut être présent. Et donc ce quatuor va relever le défi de Brantomobile. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux retenir, si tu te projettes déjà sur 2027, Lucas, sur Brantomobile, qu'est-ce qui t'a marqué aujourd'hui sur 2026 ? Je trouve que cette année, une fois de plus, a été une très belle édition. Il y a toujours des petits points qu'on peut améliorer, des petits points d'organisation, des choses qu'on peut peut-être prendre un peu plus en avance, mais globalement, le travail de Frédéric et de toute son équipe a été au top, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours à faire, il faut toujours tirer compte des remarques des visiteurs. Il y a des questions de satisfaction qui sont produites à chaque fin d'événement. Il faut des retours, des ressentis, des critiques et prendre en compte tout ce qui peut être améliorable. Mais là, Marion, aujourd'hui, j'ai vu que tu avais participé de choisir les gagnants des vitrines. Donc c'est déjà un challenge. Et est-ce que ça t'a apporté quelque chose de voir cette nouvelle fonction ? Oui, parce qu'on a pu voir les partenaires, les commerçants qui ont été partenaires jouer le jeu, certains. Donc on a mis quand même 23 personnes contre 8 personnes l'année dernière. Donc c'est quand même très bien. Et ça fait voir aussi que il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'événement et qui participent. Oui, c'est très très bien. Oui. À ton avis, qu'est-ce qui incite les bénévoles à s'investir autant dans cet événement ? Et le fait que Frédéric ait créé cet événement, voilà, ça entraîne du monde. Les gens sont contents d'aider, les gens sont contents de venir. Et puis la voiture, je pense que ça relie quand même tout le monde. On s'en sert tous les jours. Et les anciennes, qui se retrouvent dans ce cadre idyllique de Brantôme, ça change tout. Ça fait venir le monde, ça fait venir les curieux, même ceux qui ne sont pas passionnés. Et en plus, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le soleil avec nous. Et donc, ça a fait venir encore plus de monde et c'est super. Alors, je vais poser une question quiz à tous les trois. Comment vous pourriez vous projeter, puisque 2027 est déjà proche et demain matin, je pense que vous allez déjà avoir les neurones qui vont travailler. Comment vous imaginez Brantomobile et Brantôme dans 2-3 ans ? Pour 2027, on va rester là-dessus. On verra peut-être améliorer certaines choses qu'on a vues tout au long de cette journée. Mais peut-être que pour les années prochaines, on pourrait imaginer la venue de camions de collection ou de tracteurs de collection. On pourrait peut-être imaginer aussi je trouve pas les mots, mais une bourse, tout simplement, une bourse le samedi matin qui pourrait attirer vraiment beaucoup de monde. Et voilà, plein de choses qui sont à réfléchir et à mettre en place. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci à vous.